Des ondes Vocast, l'actu débat. Et on accueille Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut à toutes et à tous. Alors Julien, tu es à la tête de VO2X qui fabrique de la radio et des podcasts pour les entreprises. Et comme chaque mois, on va faire un petit tour ensemble de l'actu radio. Alors tout d'abord, on a eu une nouvelle vague de résultats de sondage radio de la part de Médiamétrie. C'est la fameuse EAR pour les mois de novembre-décembre 2021. Ouais, ce sondage, il est moins attendu souvent que le tout premier de l'année, qui donne le ton, parce que voilà, s'il arrive après l'été, donc il donne le ton à la rentrée, il y a beaucoup d'attentes. Est-ce que quand même cette nouvelle vague va confirmer ce qui s'est passé à la rentrée? C'est ce qu'on va voir. Alors d'abord, bonne nouvelle, la radio regagne des points de vie. Oui, c'est le principal enseignement de cette vague. Pas beaucoup, puisqu'on passe de 74,2 à 74,5, mais ça fait quand même plus de 400 000 auditeurs gagnés sur un an. Ouf, ça fait du bien. Alors, dans le détail, à qui profite cette hausse? Sans trop de surprise, aux programmes musicaux. Ils avaient quand même beaucoup baissé, donc c'est pas complètement étonnant de les revoir en légère hausse. Aussi, ça va faire très plaisir à nos auditeurs. Je sais, ce sont souvent des fans de radio et aussi des professionnels de la radio. Les indés radios sont boostés par cette hausse généralisée avec un score de 18 en AC et 15,4 en PDA, ce qui est très puissant. Eh oui, les gens ont recommencé à prendre la voiture, effectivement. Et dans le top du classement, c'est toujours France Inter qui domine. Oui, encore, et ça commence à être solide comme place de numéro 1 pour la station du service public, avec ses 12,7 en AC et 13,6 en PDA. Derrière, c'est RTL du groupe M6 TF1, enfin bref, peut-être la même chose d'ici bientôt quelques mois. En tout cas, avec 11 en AC pour RTL et 13,3 en PDA, c'est quand même une très belle part d'audience pour RTL. L'enjeu, c'est donc en fait la PDA en réalité entre ces deux stations, parce que vous l'avez remarqué, on est quasiment à la même chose, et si RTL arrive à grimper numéro 1 sur cet indice, eh ben ils vont pouvoir communiquer RTL première radio de France. Et bon, c'est pas le cas en ce moment. Ensuite, France Info est troisième, avec une belle grosse chute quand même, toujours 8,5 en AC, la radio était quand même montée haut, donc c'est normal que ça baisse un peu. RMC reprend des couleurs à 6,1 après une rentrée compliquée, il y a de bonnes audiences notamment chez Estelle Denis. France Bleu est à 6, légèrement à la baisse, voilà, kiff. Europe 1 est à 4,2, toujours en reconstruction, et France Culture, tu connais ma passion pour cette audience, Olivier, je trouve ça toujours assez incroyable pour une radio aussi élitiste. 3,1 quand même, c'est pas mal. Et les programmes musicaux, eux, sont en hausse. Oui, donc avec Fun Radio qui va bien, 4 points en AC, un joli jump avec sans doute les fruits du repositionnement latino de ces derniers mois. Nostalgie cartonne, ça c'est le mot qu'on peut employer, 5,9 en AC, la place de deuxième morning de France derrière Manu sur Énergie. La radio de la rue Boileau d'ailleurs, qui donc Énergie est à 8,1 en AC. Ça baisse sur un an et sur une vague. Attention, si ça passe en dessous du 8, psychologiquement, ça va laisser des traces quand même. Énergie en dessous du 8, c'est quelque chose. Skyrock, radio urbaine numéro 1 dans le monde, nous sert un joli 6,2 en AC. Et pour les adultes, on a RFM en dessous quand même, de RTL2, RTL2 qui est à 4. Virgin est à 2,8. Réel souci d'audience au morning notamment. Ça va donc très certainement bouger à la rentrée prochaine. Et pour nos auditeurs qui sont peu familiers avec les sondages radio, AC, ça veut dire audience cumulée, c'est-à-dire à chaque fois qu'un auditeur a écouté la radio une fois dans la journée. Et la PDA, c'est la part d'audience, qui est pour le coup la part de marché entre les différentes radios. Alors, le mois dernier, Médiamétrie a aussi publié les résultats pour l'Île-de-France sur 4 mois, de septembre à décembre 2021. Quels sont les enseignements de cette vague pour l'Île-de-France ? Bon, l'Île-de-France, dans l'ensemble, ça baisse sur un an sur la plupart des radios, tant les généralistes que les musicales. Celles qui tirent leur épingle du jeu sur cette vague francilienne sont les locales et les indépendantes, notamment dans le groupe 1980, avec WeFM, Latina et Voltage, qui sont en hausse importante, et ça fait du bien. Seule lanterne rouge dans le groupe, c'est Swig, sous les 1% de AC, donc d'audience cumulée décidément. Changement de nom, changement de format, qui vient d'ailleurs de rechanger, le format est encore changé, ça change tout le temps. Ça marche pas pour Swig, qu'on se le dise. On se souvient quand même qu'à l'époque d'ado, on était au-dessus des 2, on a même été au-dessus des 5-6, mais ça c'est quand même il y a très très longtemps. Enfin, toujours dans l'univers des radios indépendantes, Nova, Chant de France, TF7 Jazz sont elles aussi en hausse sur un an.
Alors Julien, un dernier mot sur les sondages. On n'a pas entendu parler des intermédiaires dans les 10 plus grandes agglos de province. Normalement, ça tombe en janvier. C'est paru ou c'est pas paru? Alors, figure-toi que j'ai vu passer quelques posts sur notamment le Facebook de Vincent, qui est l'animateur de Skyrock dans le nord de la France. Et pour lui, c'est toujours un moment important, cet intermédiaire, parce que souvent, Skyrock à Lille, ça cartonne bien, et souvent devant Énergie et les locales, donc il s'en fait mention. Et là, il était interrogatif, donc il laissait sous-entendre qu'il n'y aurait pas d'intermédiaire pour les 10 plus grandes villes de France. Et du coup, on a demandé à Médiamétrie, qui nous a dit non, pas de sondage, pas plus d'explications là-dessus. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, les 10 plus grandes agglos de province n'ont pas de sondage cette année. Intéressant. Eh bien, peut-être que c'est un impact de cette nouvelle méthodologie. On essaiera d'en savoir un peu plus auprès de Médiamétrie dans les mois qui viennent. Alors, c'est ta mission, ça, Olivier, d'essayer d'avoir les réponses que nous, on n'a pas eu de notre côté. Je vais toujours chercher les réponses où elles sont. À suivre. Alors, Julien, c'est l'hiver. Il y a des vagues de Covid. Mais cette année, les stations de ski sont restées ouvertes. Et Julien, pour nos auditeurs, tu t'es mis dans un télécabine pour interviewer Reda Messaoudi, un ancien animateur du réseau R, la radiostation. On écoute. Des ondes Vocast. Ça ne vous aura pas échappé, on est en hiver, alors on a décidé de passer un coup de fil à Reda Messaoudi. Bonjour Reda. Bonjour Julien. Alors on va partir en station de ski parce que voilà, c'est l'hiver, toi en ce moment tu es à Toulouse, mais tu as travaillé longtemps aux Arcs, dans les Alpes, et tu as travaillé dans une radio de station de ski pour des ondes Vocast. On avait envie de t'interviewer parce que ça nous intrigue un peu ce fonctionnement. C'était quoi déjà le nom de ta radio dans les Arcs? Alors moi j'ai travaillé pour le réseau de radio R, qui était basé aux Arcs, qui en fait, le réseau R est un réseau qui a différents décrochages, aux Arcs, à Méribel, à Courchevel, à Tignes, il y a sans doute d'autres stations que j'oublie aussi, à Valloire, si je dis pas de sottises, il doit y avoir 6 ou 7 décrochages, et en fait c'est un réseau de radio à la montagne qui est né sur les cendres des émetteurs d'Europe 2, à l'époque, qui émettaient en décrochage local, et qui ont laissé leur fréquence il y a longtemps, maintenant, il y a presque 15, 20 ans ou 25 ans je crois, et donc de ces fréquences-là, qui étaient des émetteurs qui étaient actifs d'Europe 2, eh bien toute l'équipe de R, avec en tête Dominique Fortunato et René Orger, ils ont fondé ce réseau de radio à la montagne qui surplombe la vallée de la Tarentaise, puisque c'est la base. Et ça fonctionne tout au long de l'année. Alors on parle de radio d'hiver, mais ça fonctionne tout au long de l'année, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en discuter ensemble. Bon, la question, Reda, qui me vient tout de suite en tête, c'est ça sert à quoi, en fait, une radio de station de ski? Ah, c'est super important, une radio de station de ski. Pour faire de la radio depuis un peu plus de 20 ans maintenant, je crois que c'est la radio de proximité maximale que j'ai pu pratiquer, que j'ai pu rencontrer. C'est la radio encore plus de proximité qu'une France Bleu, par exemple, parce qu'il faut savoir que les vacanciers payent très cher leurs vacances au ski. Ils ont absolument besoin d'avoir de l'information montagne qui les concerne directement. Le produit d'appel phare, c'est évidemment la météo globale, puisque ça change très très vite en station, météo des neiges et surtout météo des pistes, avec l'ouverture, avec la qualité de la neige, avec les recommandations. Tous les matins, tu as des bulletins d'information météo qui sont très 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 précis, tu as des bulletins d'ouverture et de fermeture des pistes qui se font avec le directeur des pistes de ski. D'ailleurs, il est pas rare que les pisteurs et tout le personnel de la station écoutent sur cette radio-là la météo et l'ouverture et la fermeture des pistes. Donc ça veut dire, et ça nous oblige à avoir une information qui est hyper pointue et très très précise, parce que la météo et les pistes, ce sont des enjeux économiques majeurs pour les radios en montagne, à la fois pour les professionnels et pour les particuliers qui viennent passer des vacances. Et puis c'est aussi l'occasion avec cette radio-là d'accompagner, de divertir et d'informer tous les vacanciers et même les habitants sur place de tout ce qui peut se passer à la station. Et il se passe souvent beaucoup de choses dans les stations de ski. C'est peut-être quand même un peu moins vrai aujourd'hui avec tout ce qui est application et Internet, mais ça reste quand même la voix de la station. Non, je suis moyen d'accord avec toi sur cette question-là, parce qu'on a les informations, on va dire, sur ces radios-là de première bourre, en fait, qui nous viennent directement du service des pistes. Et quand tu as le directeur du service des pistes qui t'annonce les ouvertures, les fermetures et les qualités de neige, il prend l'information depuis ses dameurs qui ont travaillé tout au long de la nuit. Et ça, cette information-là, tu l'as nulle part ailleurs qu'à la radio. Ce qui fait que la radio, elle a un taux de pénétration incroyable. Il y a 9 personnes sur 10 qui viennent passer leurs vacances, moi je parle pour les Arcs, qui avaient écouté la radio au moins une fois pendant leur séjour. Ce qui est vraiment incroyable sur une période aussi courte que de réussir à rentrer dans le cœur et dans le foyer des gens. Il y a un très gros morning, 7h30, 10h30, de 3 heures, qui se fait entièrement en direct. Il y a un très gros après-ski à partir de 17h jusqu'à pratiquement 19h30, 20h pour accompagner les gens à la sortie des pistes de ski. Moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était il y a un petit moment maintenant, mais je faisais énormément d'antennes, vraiment beaucoup le matin, beaucoup le soir. Avec parce que tu disais que ça fonctionne toute l'année.
Du coup, moi, je Ouais. pensais que ça démarrait genre en novembre et qu'au mois d'avril, c'était fini, quoi. Non, parce qu'il y a des résidents encore qui habitent là-bas dans la vallée, qui habitent aussi sur les pistes. C'était pas saisonnier, ce qu'on appelle. Ah, si, j'étais saisonnier, mais je faisais et l'été et l'hiver, ce qui fait que je passais pratiquement 7 mois et demi de l'année là-bas D'accord. pour travailler. T'étais saisonnier, mais à l'année. Ouais, ça, à peu près, voilà. C'est un peu plus large qu'un saisonnier, comme on peut l'imaginer. Est-ce que l'animateur de la station, du coup, devient une personnalité, au même titre que les moniteurs, les barman, les patrons de boîte? Est-ce que, indirectement, travailler en station de ski, c'est devenir un peu la star de la station? Ah, j'ai jamais pu bénéficier d'une telle notoriété de ma vie. Traverser la station de ski qui faisait à peine 2 km de long, je prenais 2h30 en fait. Parce que tous les commerçants, tout le monde avait écouté le morning et tout le monde avait un truc à nous dire sur la matinale qu'on avait faite, une blague, une bêtise, une connerie qu'on avait racontée. Il y a tout le monde qui t'arrêtait parce qu'en fait, tout le monde joue le jeu. La radio R, en fait, on est entre spécialistes de radio, donc on peut se parler de ça. C'est une radio qui fait pas partie du GIE. Donc, il n'y a pas de publicité de Carrefour, enfin, tout ce que le GIE peut ramener. Donc, toi, tu joues le jeu du local et eux, ils jouent le jeu à mort de la radio parce qu'ils utilisent la radio comme support de communication. Donc, ils jouent vraiment le jeu. Du coup, et il y a un truc qui était particulier aux Arcs. Et ça datait d'avant déjà. Alors tu vas voir, c'est une vraie particularité de radio parce que ça existait nulle part ailleurs. Dans toutes les habitations, dans tous les chalets, dans toutes les locations, il y avait des radios intégrées dans les appartements avec une seule radio. C'était R les Arcs, justement, la radio station. Et il faut savoir qu'il y a un autre truc aussi, c'est qu'on émettait. C'est un peu totalitaire. Mais totalement. Et on habitait, et dans les appartements aussi, à la télévision, sur le canal hertzien, il y a une fréquence hertzienne qui émet la radio, en fait. Donc, il y a un espèce de PowerPoint avec quelques trucs. Ça quand j'étais en station, c'est assez incroyable. Et ça aide à être. Un souvenir particulier, on va terminer là-dessus. Ouais. Vraiment, un souvenir qui reflète pour toi ce que c'est que travailler pour une radio de station de ski. J'en ai deux. Un, la programmation musicale qui était incroyable parce qu'on se permettait d'envoyer des morceaux bien avant que les radios les jouent. Et ça, les gens étaient hyper reconnaissants. C'est-à-dire qu'ils écoutaient des trucs chez nous et quand ils retournaient en ville après les vacances, ils disaient, ah, mais j'ai déjà entendu ça à ma radio de montagne. Donc on avait une grosse latitude. Et puis un petit souvenir qui était sympathique, c'est que moi tous les matins, je faisais les infopistes avec le directeur de la station. Et un jour, je me suis perdu sur les pistes de ski entre deux pistes. Et donc du coup, j'étais obligé d'appeler le service de secours des pistes où tout le monde me connaissait forcément. Ces salopards, et personne t'a cru en plus. Alors déjà, ils se sont foutus de ma gueule. Et en plus, après, ils ont fait un chifoumi pour savoir qui aurait la chance de venir me chercher sur les pistes. Et après, d'ailleurs, je me suis fait charrer, mais pendant des mois. Et je crois que même maintenant, ils se foutent encore de ma gueule d'être venus me chercher sur les pistes. Merci, Reda, pour ce témoignage. Ça nous a donné envie d'aller au ski. Ah ouais, grave. Glisser. En plus, il y a de la bonne puff qui est tombée. Et puis, on en a envie. L'année dernière, ils n'ont pas pu travailler. Donc là, je peux vous assurer que les stations vous accueillent à bras ouverts. Effectivement, allez skier et écoutez R, la radiostation. Elle est déployée dans pas mal de stations des Alpes, à Méribel, Tignes, La Plagne, Les Arcs, Courchevel. Et depuis novembre dernier, une dernière station Virgin Radio a rejoint le réseau R. C'est celle de Val Thorens, les Ménuires. Alors, on est déjà en février et la présidentielle arrive à grands pas et on va en parler avec Rémi Bertolon, animateur, voice tracker et podcasteur. Bonjour Rémi. Salut Olivier, bonjour tout le monde. À l'approche des présidentielles, Rémi, tu fais un parallèle entre la radio en France et les médias aux États-Unis, avec notamment l'élection de Trump en 2016. C'est vrai qu'Olivier, on peut se poser des questions. En tout cas, moi, comme souvent, c'est dans ma cuisine en mangeant une salade et j'écoutais la radio américaine. Je crois que c'est The 100, la radio new-yorkaise ou The Vibes of Vegas. Enfin, je sais plus. En tout cas, je me suis dit, est-ce qu'on est dans le même contexte 2016 avec l'élection de Trump ? À l'époque, on était, nous, en France, assez stupéfaits de voir cette élection. On nous avait expliqué qu'il y avait des bulles médiatiques aux États-Unis où on pouvait écouter une chaîne de télévision traditionnelle conservateur développer un sujet, puis ensuite enchaîner avec un média radio très conservateur là aussi et toujours les mêmes arguments, et puis bien sûr l'algorithme Facebook qui fait le lien avec tout ça, qui vous donne à liker et à apprécier tout ce que vous aimez. Alors c'est vrai qu'en 2017, l'année suivante, il y avait eu des élections en France, mais depuis, le contexte a complètement changé, les gilets jaunes sont apparus, la crise sanitaire évidemment, la crise économique, et puis les mentalités aussi, les thèses complotistes qui ressortent, certains revendiquent d'être complotistes là aussi, donc il y a eu quand même pas mal de changements. Mais les médias et la radio en France sont-ils vraiment dans la même situation qu'aux États-Unis ? J'aurais presque envie de te faire une réponse de politique, je dirais oui et non. D'un point de vue média traditionnel, l'info, elle est plus neutre qu'aux États-Unis, si on prend la radio. RMC, avec son format talk inspiré des US, c'est pas la radio du tout de conservateur. L'information dans les journaux n'a pas de marqueur.
les débats laissent place, oui, à des points de vue borderline, mais tous les arguments complotistes sont recadrés. Jean-Jacques Bourdin a reçu plusieurs prix de la profession pour ses interviews, ce qui montre une certaine neutralité. Et aussi l'exemple de France Inter avec les humoristes de la station qui ne sont pas en opposition les uns les autres, mais on tape toujours, mine de rien, sur celui qui est au pouvoir. Donc ça semble normal. Les concitoyens ne sont pas pris en tenaille dans des arguments politiques. Donc le problème ne vient pas de ceux qui viennent chercher l'information, mais plutôt de ceux qui ne vont jamais chercher l'information, ceux qui vont picorer uniquement de la musique ou du divertissement. À ce moment-là, ils se retournent vers les réseaux sociaux et c'est le pixel des réseaux sociaux, le pixel Facebook, qui va déterminer la ligne éditoriale. En plus, avec le télétravail, on se coupe, mine de rien, des discussions, des dialogues, des confrontations d'idées avec les collègues. Donc en cela, effectivement, on se rapproche d'un modèle peut-être américain comme en 2016. Selon toi, Rémi, où serait la solution ? Eh bien, tu sais que pour la première fois, je pense que la solution la plus pertinente, elle se retrouve dans les divertissements et les rédactions locales. Ce sont les coés, les difouls, les matinaliers qui devront prendre leurs responsabilités, susciter le débat, l'enrichir. Alors, à leur manière, évidemment, avec de l'humour, un ton léger, mais en avoir conscience. Habituellement, c'est souvent les radios jeunes, à quelques semaines des élections, on invite nos auditeurs à aller voter, ce qui est très bien. Mais là, les radios adultes aussi devront peut-être aussi envoyer leurs auditeurs voter, ou en tout cas leur soumettre cette idée. Et puis, l'info en local va avoir toute son importance. Les rédacs des régions, alors notamment les indés radios, surtout les indés radios, mais aussi les locales de France Bleu, mais je pense aux indés parce qu'elles ont un public un peu plus jeune. Ça sera donc une façon de sortir le public un peu hermétique à l'information un peu plus longue, un peu traditionnelle, et de susciter le débat, la discussion. L'épisode précédent, tu parlais avec Wilfried Tocqueville en interview, le directeur de Sweet FM, et il disait « On ouvre sur du natio dans nos journaux locaux ». C'est très bien, c'est génial, c'est super. C'est comme ça qu'on arrive à intéresser le public et les auditeurs au débat, aux discussions. Alors juste avant de te laisser, Olivier, je voulais revenir sur le chiffre qui est sorti au niveau de la crédibilité du média radio vis-à-vis des Français. C'est au sein du baromètre La Croix qui est sorti le 20 janvier. Médias confondus, la radio et la presse écrite sont jugés les plus crédibles. Alors, normalement, on est toujours en tête. Là, on fait un jeu égal, mais on est en baisse au plus bas à la radio depuis 87. Alors pourquoi ? J'ai entendu des experts qui disaient justement, c'est la thématisation des stations dans le sens l'orientation des opinions sur certaines radios. Moi, j'y crois pas trop. D'ailleurs, j'en parlais justement tout à l'heure. Je crois plutôt déjà que on a moins écouté la radio, mine de rien, l'année dernière. Et puis, on a une défiance générale sur les médias populaires. La radio en fait partie. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a un peu écorné légèrement. Il va falloir tout de même être vigilant sur l'évolution de ce baromètre pour le média radio. À nous d'être constants, Olivier. Rémi Bertolon, animateur du voice track Rémi et Jam. Julien, retour sur l'actu du mois dernier. On a suivi avec passion ces dernières semaines les auditions de la commission du Sénat consacrée à la concentration des médias en France. Depuis quelques mois, cette commission, présidée par le sénateur Laurent Lafont, interroge les dirigeants de groupes, les directeurs de chaînes, des ministres et tout un tas d'autres acteurs en lien avec les médias. L'objectif de cette commission, Olivier et chers auditeurs, c'est de se faire une idée de quelles doivent être les futures réglementations pour défendre le pluralisme des médias, et notamment de l'information, dans un contexte fortement attendu avec la fusion TF1-M6, mais aussi avec notre cher OPA de Vivendi sur Lagardère. Oui, et le mois dernier, on a entendu des grands capitaines d'industrie, habituellement plutôt rares dans les médias, notamment Vincent Bolloré de Vivendi et Bernard Arnault de LVMH. Tous deux se sont d'ailleurs défendus de tout interventionnisme sur le contenu des journaux, radios ou télé qu'ils possèdent. Forcément, le sujet est sensible à quelques mois de la présidentielle. Oui, au niveau de la concentration, ces deux patrons suivent la même ligne que celle défendue par TF1-M6. La compétition désormais est internationale, avec des acteurs beaucoup plus gros, style Netflix, etc. Donc un message opposé à celui exprimé par Alain Liberty, président du CIRTI, le syndicat des radios indépendantes, qui réaffirmait quelques jours plus tôt devant cette même commission l'importance de maintenir le seuil
anti-concentration de 160 millions d'auditeurs potentiels pour la radio. Bien, dernière info pour ce mois-ci, une nouvelle dirigeante pour le bureau de la radio. Depuis le 1er janvier, il s'agit de Constance Banquet, présidente de Lagardère News. Elle a pris la tête du syndicat des grandes radios nationales en début d'année et le bureau de la radio, on le rappelle, a une présidence tournante avec un nouveau président tous les ans parmi les 4 grands groupes qu'il représente. Et sans vouloir divulgacher, c'est-à-dire spoiler en franglais l'épisode du mois prochain, nos auditeurs devront en savoir un petit peu plus sur la feuille de route de ce syndicat dans notre prochain numéro. Bon, que de suspense, mais aussi, il faut dire, on ne pourra plus employer divulgacher, Olivier, s'il te plaît, vraiment. Voilà. Moi, j'aime bien. Spoiler, c'est quand même beaucoup plus dans l'air du temps. Ok, donc tu gardes divulgacher et je garde spoiler. Donc, pas de spoiler pour l'épisode prochain, mais suspense pour le prochain invité. Donc, merci Olivier, en tout cas, pour ton invitation. Hâte de te retrouver le mois prochain. Là, il y a pas de suspense. Je serai là. Et toi, tu files à Lyon, n'est-ce pas? Eh oui, c'est ça. Direction le siège de RCF. Merci à toi, Julien, et à très vite. Des ondes Vocast.